Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, oui. Vous avez rencontré François Hollande j'ai vu ça, c'était jeudi. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'était à l'AFP, vous l'avez croisé. C'est-à-dire que vous avez échangé quelques mots. Je suis venu à l'AFP à l'invitation de votre collègue qui quittait la direction du service politique. Et nous étions là, et tout d'un coup, alors tout le gouvernement a défilé, si j'ose dire. Il y a Manuel Valls, François Hollande. Alors comme je connais la vie médiatique, je me suis dit, oulala, si jamais je me fais prendre en photo, les gens vont penser qu'on négocie ou que je l'ai rencontré. Donc j'étais derrière un poteau, figurez-vous, et les deux ont fait le tour pour venir me saluer. Après, ce serait être vulgaire que de refuser ce salut. Vous avez échangé quelques mots avec François Hollande, mais que vous êtes-vous dit? Je vous promets que si je vous rencontre dans la rue, je vous dirai bonjour, monsieur Bourdin, comment allez-vous? Moi aussi, je vous dirai bonjour. Mais Jean-Luc Mélenchon, que vous êtes-vous dit? Franchement, vous pouvez nous le dire, c'est amusant. Ça n'a rien de secret. Moi, j'ai l'esprit taquin et lui a l'esprit mutin. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit qu'il nous mettait en danger. Vous lui avez dit ça? Vous nous mettez en danger. Et il vous a répondu quoi? Il sourit toujours. Il sourit. Il a dit voyons-nous. C'est vrai? Il vous a dit voyons-nous? Oui, mais c'est, je pense, par courtoisie. Oui. Mais c'est intéressant. Vous l'avez pris en photo, paraît-il. C'est vrai ça? Oui, parce que vous savez que j'ai la manie de faire des photos. Bon. Mais j'aimerais bien prendre en photo le 12 prochain, parce que quand on va être dans la rue à plusieurs milliers à crier trop, c'est trop. Oui, le 12 avril qui vient, là, nous allons faire une immense manifestation à Paris pour dire trop, c'est trop. Et là, je vous garantis que c'est plus l'ambiance des cocktails. Nous sommes dans le dur, les gens souffrent affreusement, et je crois que François Hollande ne se rend compte de rien. Donc, et ça, ce n'est pas acceptable. Oui. Donc c'est ce que vous avez dit à François Hollande jeudi dernier. Non, j'ai pas eu le temps de lui dire tout ça. Non, pas tout ça, vous avez résumé, quoi. Voilà. Votre sentiment. Manuel Valls me fait peur. C'est Marine Le Pen qui nous disait ça lundi dernier. Elle était à votre place, Jean-Luc Mélenchon. Quoi, elle a peur? Mais non, mais elle vous fait peur? Il vous fait peur, Manuel Valls, vous aussi? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Il est contaminé par le Front National. Quand est-ce que j'ai dit ça? Vous avez dit ça, c'était quand? Au mois d'août dernier, voilà. Non, au mois d'août. Oui. Le 17 août, oui. Alors à l'époque, toute la bonne société avait fait des cabrioles. C'est trop, cacher ce sein que je ne saurais voir. Et puis ensuite, tout le monde s'est déchaîné en disant, mais Mélenchon, on ne dit jamais Mélenchon a raison, parce que ça leur arracherait la bouche. Mais ils en ont dit 10 fois pire. Moi, je veux garder la mesure. Je dis que Manuel Valls, et François Hollande évidemment avec lui, ont une vision complètement erronée de l'état de la société française. Surtout François Hollande, il est persuadé. Vous allez plus loin, il est contaminé par le Front National. Ça, je ne vais pas plus loin. J'allais plus loin sur ses propos. Certainement pas, je pense. Bon. Mais qu'est-ce que sont, je pense, la chose suivante. En quoi consistent les idées du Front National? Si l'on met de côté le Front National en tant qu'organe à caractère avec une politique fasciste. Bon, c'est-à-dire, je laisse le mot de côté pour l'instant puisqu'il fait l'objet d'un jugement. Mais si on met de côté ça, c'est quoi? C'est l'idée que la responsabilité essentielle de la situation vient des étrangers et de la mauvaise organisation, la mauvaise place des Français dans la société. C'est une erreur totale. Alors vous pensez que Manuel Valls a les mêmes idées? Alors, sur ce plan-là, il se trompe exactement comme le Front National. Il pense lui aussi que la mauvaise santé de l'économie française, c'est la faute des étrangers. Bourdin, il y a quelque chose qui est toujours énervant avec un journaliste, c'est qu'il finit les phrases à votre place, il reprend... Monsieur Bourdin, ce que je dis... Vous énervez parce que... Mais je ne m'énerve pas. Je parle clair et net. On me reproche assez souvent de parler cru et dru. Je n'ai donc pas besoin que vous répétiez ma position à votre sauce. Non, mais j'exprime la mienne. Vous croyez? Ah oui, vous pensez que les gens sont trop bêtes pour comprendre ce que je dis? Non, ils sont pas Alors laissez-moi développer une pensée sans m'interrompre sans arrêt. Je dis qu'il a repris une idée fausse que François Hollande reprend au lendemain des élections. Ils sont persuadés que la société française vire à droite dans le sens le pire de la droite, parce que la droite n'est pas que cela, c'est-à-dire que la responsabilité de la situation, c'est l'immigré. Je dis que la responsabilité de la situation, c'est le financier. Voilà la grande divergence. J'estime que le résultat des élections, certes, l'extrême droite est à un haut niveau, certes, la droite est à un haut niveau, il y a des vases communicants entre eux, mais le fond de l'affaire, c'est que le peuple tout entier ne se retrouve pas dans la politique qui est proposée pour la France. Et moi, j'essaye de faire vivre l'idée qu'on peut faire autrement, et que notre pays est un grand pays, et qu'il a un avenir devant lui, et non pas cette misérable partie actuelle d'économie sur la chair du peuple, qui souffre comme jamais il n'a souffert. Voilà. Est-ce que le Front de gauche votera la confiance au gouvernement Valls?
Valls? Alors, j'ai noté que le président du groupe a annoncé que non, que nous ne voterons pas la confiance, et je lui donne raison. Oui. Je lui donne raison. Il ne faut pas voter la confiance à qui ne la mérite pas. Oui, mais vous ne connaissez même pas le texte proposé et les orientations proposées par Manuel Valls, et à l'avance, vous dites non. Alors, Monsieur Bourdin, vous suivez l'actualité en principe dans votre métier. Évidemment. Donc vous avez entendu dire que c'est la 5e République et que nous sommes dirigés par un monarque républicain, lequel, dès le lundi soir, a fixé le cap. Et il a dit que le cœur de sa politique, c'était le pacte de responsabilité. Le lendemain, Monsieur Bourdin, il est allé à la Commission avec ses dossiers sous le bras pour expliquer comment il allait faire 50 milliards d'économies, c'est-à-dire d'argent qu'on va retirer de la circulation monétaire et économique de notre pays. Monsieur Bourdin, le discours de Manuel Valls ne comporte aucune surprise, ni économique, ni politique. Et par conséquent, il est injuste de dire qu'on tranche avant de l'avoir écouté. Tout ça est une comédie. Nous savons parfaitement bien ce qu'il fera. C'est tellement vrai que vous avez pu assister à une scène qui, normalement, devrait vous estomaquer. Allez-y. 90 députés socialistes. Et l'un d'entre eux était avec nous, 83. Voilà. Christian Paul, ce matin, sur RMC. Bien. Proteste, explique, donne des arguments. Et puis ils disent, on sait bien que tout ça ne sert à rien, parce que de toute façon le cap est fixé, mais ça fait du bien de le dire. On est donc dans une république où 90 députés, ou 83 pour vous faire plaisir, qui sont en état de faire changer la majorité, disent eux-mêmes qu'ils ne feront rien, parce que c'est comme ça, et que l'ordre monarchique de la 5e République leur interdit de jouer un rôle. Eh bien, cela prouve la valeur de ma thèse, selon laquelle il nous faut une 6e République qui soit davantage ancrée dans l'écoute populaire, donc sur les parlementaires. Voilà, Monsieur Bourdin, comment la vie tout entière vient donner raison au schéma politique que je décris depuis maintenant tellement d'années. Alors, j'ai des questions là très précises. Est-ce qu'il faut s'affranchir de la fameuse règle des 3%, la règle européenne des 3% de déficit? J'ai vu, et vous avez noté comme moi, parce que vous êtes attentif, que messieurs Montebourg et Sapin sont en Allemagne aujourd'hui pour rencontrer le ministre allemand de l'économie et des finances. Pourquoi, selon vous, d'ailleurs? Eh bien, parce que c'est l'Allemagne qui domine la scène européenne. Vous croyez qu'ils sont allés faire allégeance à l'Allemagne? Allégeance, ce serait un grand mot. Je le laisse à Monsieur Bourdin. Ce n'est pas comme ça qu'on doit parler de... Non, mais vous ne me posez pas la question. Si. Vous essayez de me tirer un mot. Est-ce qu'ils sont allés Ma patrie, monsieur, ne fait allégeance à personne. Bon, très bien. D'accord. Et je ne dirai jamais des choses de cet ordre-là. J'estime qu'il est regrettable que l'on cède tout au gouvernement allemand, qui fait une politique qui correspond aux intérêts des vieux retraités allemands, qui ont besoin d'un euro fort et de nombreux dividendes pour payer leur retraite. Qu'ils soient allés demander, je sais pas, un assouplissement des règles européennes? Je vais finir ma phrase vraisemblablement. Finissez. Donc, comme ils ont cédé sur ce plan, comme François Hollande a cédé sur la réécriture des traités, vous vous rappelez qu'il devait le renégocier, comme il a cédé sur le pacte de croissance, et que donc j'appelle moi à ce qu'on en finisse avec l'Europe de Hollande et Merkel, j'estime que ce qu'ils sont en train de faire là est assez lamentable. Il faut faire usage de la force, montrer la force de la France. Nous n'avons pas à quémander l'autorisation du gouvernement allemand pour faire notre politique, ni quémander l'autorisation de la Commission européenne. Nous devons faire la politique que le peuple nous mandate pour faire, parce que c'est ça la règle de la démocratie. Alors là, ils sont en Allemagne, c'est normal qu'on ait des relations avec les Allemands, il faut en avoir. Mais tout le monde comprend parfaitement, comme vous l'avez dit vous, Monsieur Bourdin, qu'il y a une ambiance dans cette Europe où tout le monde est obligé d'aller demander l'accord des Allemands, du gouvernement allemand, parce qu'il faut être très précis avant de faire quoi que ce soit. Et cela est inacceptable. Que vont-ils faire là-bas? Annoncer que les 50 milliards d'austérité seront faits. Eh bien, je pense que c'est une erreur totale. Totale, vous m'entendez, Monsieur Bourdin? 50 milliards d'euros d'austérité. Le pacte de responsabilité, d'économie publique. Le pacte de responsabilité est une aberration. Cessez, je vous prie, de parler d'économie publique. Ce ne sont pas des économies, ce sont des amputations. Qui plus est, il s'agit de donner 30 milliards au MEDEF. Je ne dis pas au patron coiffeur, à l'artisan maçon, au charcutier, au boucher ou à la start-up. Au MEDEF, aux grandes entreprises. Lequel patron du MEDEF a dit que cet argent qui va leur être donné par les impôts de tous les Français pourrait être, si les patrons l'estiment nécessaire, distribué en dividendes. Vous voyez, les dividendes, c'est les grandes entreprises, ce ne sont pas les petites. Monsieur Bourdin, nous avons donc entendu le vice-premier ministre ou co-premier ministre Pierre Gattaz nous expliquer que l'argent des impôts peut être distribué en dividendes dans notre pays. Et vous attendriez à ce qu'on dise que c'est bien? Non, parce que tout ça est fait soi-disant pour développer la compétitivité des entreprises. Ce n'est pas vrai. Ce sont des histoires. Si les entreprises avaient un problème
d'outils de production, eh bien elle mettrait plus d'argent dans l'investissement que dans les dividendes. Et Valls, il est où là, ce soir? Il est au Aubervilliers, en train de draguer la droite, et moi je suis ici, en train de rassembler la gauche. Voilà. Mais on ne va pas en rester là. J'en ai encore à dire puisque je suis ici. Alors, ici à Évry, le seul objectif de M. Mélenchon et de sa liste est d'essayer de faire battre la gauche rassemblée qui agit pour la justice sociale, le service, la sécurité et la laïcité. Ce type n'était pas encore essonien, que moi je l'étais, et avec quelques-uns qui sont dans cette salle, on s'occupait de gagner cette ville à gauche. Donc, je prends assez mal les leçons de gauche, mais enfin bon, chaque génération a son tour. Mais il faut éviter d'être arrogant. Alors là, c'est maintenant que se pose un problème, parce que Valls, moi, j'ai connu plus jeune, hein. Il était de gauche. Et puis, j'ai senti un truc qui se dégradait. Tant que c'était moi le patron ici, il ne mouftait pas trop. Non, mais c'est vrai, il faut reconnaître ce qui est. Mais dès que j'ai eu tourné le dos, alors là, mon vieux, ils s'en sont donnés à cœur joie entre eux. J'ai pas aimé le moment où je l'ai vu à la télévision dire au gars qui était avec lui, « Ah, il faut mettre un peu plus de blancos. » Hein? Oui, du white, parce que ça fait... C'est normal, hein, c'est le vocabulaire d'un pays où le racisme a été institutionnalisé jusqu'aux années 60. Hein. Il parle américain, quoi. Et... Je sais pas, mais ça me vient pas à l'idée de dire un truc pareil. Faut être bizarre, quand même. Faut être un peu... Faut regarder la vie bizarrement. Faut regarder les gens et dire, tiens, ils sont pas assez pâles. Moi, je dirais, tiens, personne n'est bronzé, parce que c'est après l'été, tu te dis, bon, ils sont pas allés en vacances. Non. Il trouvait qu'il n'y avait pas assez de blanc, c'est une drôle d'idée. Moi, je me suis dit, ce type file un mauvais coton. Eh ben tiens, non mais ça, les origines, je vais vous raconter un truc. On va, puisque vous voulez venir aux origines, on va y aller. Déjà, j'ai très bien compris ce qu'il est en train de faire. Alors il dit, de plus, il est chaque jour plus évident que la campagne de ce front anti-gauche, parce que c'est eux la gauche, paraît-il, utilise les méthodes les plus abjectes, ma chère Farida, du mensonge, de la caricature, des attaques personnelles et du communautarisme. Nous y voilà. Et ouais, vous avez tous compris, alors comme c'est vicieux. Hein. Il fait semblant de s'indigner de quelque chose pour dire elle n'a pas l'air trop catholique celle-là. Hein. Mais bien sûr que c'est ça. Moi, j'ai pas peur de le dire, c'est ça qu'il est en train de faire. Sous prétexte de dénoncer quelque chose, stigmatiser des gens. Il dit, prétendre que l'on laisse mourir de faim les enfants des familles musulmanes dans les écoles d'Évry, oh Dieu. Mais en effet, mais aucun d'entre nous n'a jamais dit ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que les musulmans viennent faire là-dedans? Est-ce que c'est le sujet de l'élection municipale? C'est pas un concile religieux qu'on tient, c'est une élection citoyenne pour élire des élus. Vouloir utiliser ce lieu de culte de la mosquée pour faire de la propagande électorale est infamant pour l'islam. Ah bon? Parce qu'en plus c'est lui qui s'occupe de l'islam? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce document-là, c'est une manière de dire qu'il y a un problème avec cette liste parce qu'il y a des gens qui sont assignés du fait de leur nom à une religion pour exciter les autres contre. Voilà ce qu'ils essayent de faire. Et si vous avez un doute, les gens, sur la grave accusation que je prononce, dis bonjour à la caméra. Le tribunal correctionnel vient de déclarer Marine Le Pen coupable des faits pour lesquels elle est poursuivie.
c'est-à-dire la violation du code électoral et du code pénal. Et alors qu'elle encourait une amende de 15 000 € d'amende, Madame Le Pen est condamnée à 10 000 € d'amende. C'est donc une condamnation sans faille contre Marine Le Pen. En réalité, il s'agissait ici d'un combat entre la République et le Front National. Et le Front National, et à commencer par sa présidente Marine Le Pen, voulait jouir de l'impunité. Il disait « je peux faire ce que je veux », publier des faux tracts. D'ailleurs, elle a continué pendant les élections municipales à mettre des faux candidats sur ses listes.